Voilà, très heureux d'accueillir Philippe Heim, le président de la Banque Postale. Cher Philippe, soyez le bienvenu. Bonsoir Eric. Vous êtes ici chez vous? Absolument, Aix-en-Provence. Alors, le thème de ces 23e, vous le connaissez, c'est recréer l'espoir. Recréer l'espoir. Voilà, quand on est patron de la Banque Postale, c'est quoi? C'est faire de la croissance durable. Comment on recrée l'espoir dans un secteur, celui des banques, qui est un peu compliqué en ce moment? Alors, recréer l'espoir, pour moi, dans un contexte d'anxiété, parce que c'est un contexte d'anxiété, c'est en fait se mettre dans l'action. Voilà. Si on contemple effectivement les efforts qu'on doit consentir aujourd'hui, si on constate effectivement, alors tous les débats portent aujourd'hui, quand on va dans tous les panels, sur les questions de soutenabilité. Donc on peut parler très longtemps effectivement des dégâts sur la planète, des dégâts sur la biodiversité, on peut parler effectivement de la fragmentation aussi du corps social. On se pose beaucoup de questions, et je pense que la meilleure manière effectivement d'avancer, de combattre cette anxiété de la chez les jeunes, c'est de mettre dans l'action. Alors, s'agissant de la Banque Postale, l'action, écoutez, c'est très simple, nous sommes entreprise citoyenne, entreprise engagée, entreprise à mission. Nous sommes la première banque en France qui a décidé de sortir du pétrole et du gaz. Nous serons en 2030. Une banque qui a une trajectoire, et ça c'est un point très important que j'ai souhaité, qui a fait certifier sa trajectoire par le SBTI, qui est une entité qui dépend des Nations Unies, qui donne une caution scientifique. Et puis enfin, dernier élément d'action, c'est faire de nos clients des acteurs de la transition avec différents produits. Pour les entreprises, des prêts verts, des green bonds, et pour les particuliers, un élément d'actualité, nous avons lancé il y a 2 jours du crédit immobilier à impact. Alors, on va en parler du crédit immobilier à impact parce que c'est un des sujets, me semble-t-il, qui peut générer une véritable nouvelle crise dans ce pays. C'est la difficulté d'avoir un logement, voire un logement social. Vous savez qu'il y a 2,5 millions de ménages français qui attendent, qui sont sur les attentes pour avoir un logement social. Alors, vous avez lancé le crédit immobilier à impact, au-delà du terme qui interpelle. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept? Alors, derrière ce concept, c'est se dire, au fond, dans le métier de banquier, très classiquement, ce qu'on regarde, c'est en fait, c'est la balance risque-profitabilité. C'est-à-dire on met en regard le risque par rapport au rendement qu'on tire d'un financement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'ajouter un élément d'impact, donc passer de ce diptyque à ce triptyque, risque, rendement et impact. Et donc, dans le crédit immobilier impact, on va moduler en fait, le prix, le taux du crédit immobilier en fonction d'éléments extrêmement simples. La performance énergétique, des éléments sociaux, est-ce qu'on aide un ménage primo-accédant, des éléments territoriaux, est-ce que ce logement ne contribue pas à l'artificialisation des sols. Donc on a une dizaine de critères et on va en fait moduler le prix en fonction de l'impact positif du logement qui est acheté. Voilà, suivant le logement qu'on achète, en fonction des critères de soutenabilité en réalité, exactement. Vous modulez le taux auquel on emprunte. Voilà, exactement. Je peux vous donner un autre exemple. Nous avons du crédit consommation à impact. C'est extrêmement simple. Vous achetez un véhicule électrique, vous avez un taux bonifié. Si vous achetez un véhicule thermique, parce que c'est très cher, un véhicule électrique, on vous compense pendant 2 ans l'empreinte carbone de ce véhicule thermique. Et Philippe Heim, on sait que pendant plusieurs mois, plusieurs années, certains de vos collègues dans les banques ont énormément restreint le crédit immobilier. Le fait que le taux d'usure soit à 5%, que les taux immobiliers vont sans doute atteindre 4 à 5% à la fin de l'année, ils vont peut-être prêter davantage, parce qu'en réalité, ils vont restaurer leur marge sur un secteur du crédit immobilier sur lequel ils faisaient moins d'affaires. Alors, on va reprendre depuis le début. Les taux du crédit immobilier ont augmenté à partir de l'année dernière, à partir de milieu de l'année 2022, et c'est consécutif à l'augmentation des taux. L'augmentation des taux du crédit immobilier, c'est la traduction de l'augmentation pour le financement des banques. Alors, ce phénomène a été progressif. Effectivement, le taux d'usure, il a protégé en fait, nos clients de l'augmentation des taux. Nous avons maintenant des taux qui reviennent en fait, à ce que nous constations sur le marché il y a 10 ans. Alors, je crois effectivement, ce qui est spectaculaire, c'est à quel point effectivement, cet ajustement s'est fait. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation des coûts du crédit, mais ce n'est pas irrémédiable. C'est-à-dire que dès lors que la BCE... Mais vous êtes d'accord quand même, Philippe Heim, pour dire que certains de vos collègues ont fermé le robinet des crédits immobiliers à un moment donné, parce que c'était moins rentable, ou parce qu'ils le réservaient à leurs meilleurs clients? Certains acteurs ont pu le faire fin du second semestre. En ce qui concerne au global sur le marché, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une distribution du crédit qui a diminué en raison de la diminution de la demande de crédit.
il y a une diminution de la demande de crédit qui a commencé à partir du mois de De décembre. nouveaux critères en pourcentage d'endettement aussi, imposés par les autorités financières. Absolument. Mais là, pour le coup, je crois que c'est positif. Parce que ce que vise la Banque de France, c'est éviter des situations en fait, De surendettement. de surendettement ou de fragilité financière. Je crois qu'on a l'avantage d'avoir un des secteurs immobiliers les plus sains en France. C'est-à-dire que le coût du risque, pour nous, c'est à peu près 5 points de base du coût du risque. Donc c'est un des plus faibles qu'on a en Europe. Et parce qu'on a des critères extrêmement simples. Ce n'est pas du prêt hypothécaire. Ce n'est pas du prêt avec des taux variables qui s'ajustent en fonction de l'évolution des taux. C'est des prêts à taux fixe et pas plus d'un taux d'effort de 30% par mois. C'est ça. Alors, il y a tout le débat autour de l'utilisation des fonds du livret A. Oui. Bon, évidemment, à la Banque Postale, on connaît le livret A par définition, puisque vous êtes le principal récepteur de l'argent collecté. Alors, pendant des années, et c'est encore le sujet, le livret A sert à financer le logement social notamment. Et puis, on a entendu un débat qui commence à prendre un peu d'ampleur, qui est, comme les entreprises, mais aussi l'État va avoir des difficultés à financer sa transition écologique, pourquoi est-ce que le livret A ne serait pas utilisé? Il collecte de manière positive et bat des records pratiquement chaque mois ou chaque trimestre. Quelle est votre position sur ce sujet? Alors, il y a deux débats. Il y a un débat qui a été ouvert sur, au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les ressources du livret A qui sont considérables. La collecte de livret A, les encours sont passés à peu près 470 milliards à 530 milliards, c'est considérable. Et la question, alors ça ne dépend pas des banques, c'est le choix, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, c'est au fond, est-ce que une partie du livret A ne pourrait pas servir notamment au programme de construction des EPR d'ici 2045. Et en gros, on sait que ce programme coûte 60 milliards. Il a été articulé, mais ce sont des hypothèses qu'éventuellement, mais encore une fois, c'est une décision des pouvoirs publics, une partie puisse être financée par le livret A. Ce sont des emplois longs, et donc c'est vrai qu'il y a une certaine cohérence. En tout cas, il y a une adéquation entre la durée de l'investissement et la nature de l'emploi qu'on utilise. Au moment où on posait tout à l'heure le problème de la construction de logements sociaux dans ce pays, avec ce déficit de 2,5 millions de ménages attendant une HLM, est-ce que le fait de flécher différemment les ressources du livret A, c'est pas quand même un sujet d'interrogation pour le patron de la Banque Postale? Là, en l'espèce, honnêtement, on parle de masses qui sont totalement différentes. Je vous évoquais 530 milliards de livret A. Les ressources existent pour développer le logement social. Les problématiques qu'on a... Elles ne seront pas touchées? Elles ne seront pas affectées. Elles ne seront pas affectées. Le problème, on le connaît, c'est la problématique des permis de construire, c'est la problématique de l'artificialisation des sols qui contraint les maires. Voilà, exactement. Donc on a des problèmes en fait de lancement de nouveaux projets. Ce sont ces problèmes, je dirais, en amont qui posent l'attention sur en tout cas sur les logements sociaux. C'est pas un problème de ressources. C'est pas un problème de ressources. C'est un problème en réalité de construction et de mise à disposition des clients de ces logements. Un dernier mot sur le livret A. Beaucoup d'économistes considèrent que tout ce qui est accumulé sur le livret A, c'est en fait de l'épargne de précaution. C'est des ménages qui ont du mal à imaginer l'avenir et qui mettent de l'argent sur un truc qui rapporte quand même 3% net d'impôts. Mais quand on fait de l'encaisse de précaution, dans un pays comme le nôtre où la consommation des ménages est le premier moteur de la croissance, on a un sujet de soutenabilité, non pas écologique, mais durable de la croissance dans ce pays, donc de la création d'emplois. Alors, ce qu'on constate, je vais un cran en arrière, ce qu'on constate, c'est que dès lors que le livret A dépasse le seuil psychologique de 3%, c'est une épargne qui est liquide, c'est une épargne qui n'est pas fiscalisée, donc naturellement qui a en fait changé des comportements ou suscité des arbitrages. C'est-à-dire qu'une partie des dépôts à vue sont allés sur du livret A, où ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a moins de collecte d'assurance vie. C'est-à-dire qu'entre mettre sur des fonds euros ou des UC, les ménages peuvent considérer que c'est beaucoup plus simple avec son application. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que ça fait longtemps que certains ministres des Finances essaient de voir comment on peut remettre l'assurance vie dans le circuit. Alors, en même temps, l'assurance vie, c'est très important, puisque les assureurs sont les principaux investisseurs dans le pays. Donc c'est très important. Donc c'est très important. Donc il y a ce premier phénomène. Je crois qu'il y a aussi un élément conjoncturel. Dans ce mouvement aujourd'hui, on sait que la croissance aujourd'hui en France est la plus importante de la zone euro. Le point de vigilance aujourd'hui, c'est que, vous l'avez évoqué, le taux d'épargne aujourd'hui est à 17%, qui est un niveau peut-être un des plus importants depuis quelques années. C'est un élément de vigilance. Merci beaucoup, Philippe Heim, Merci, de la Banque Postale. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle interview. Merci.